Alors, nous allons commencer avec un expert de la co-création, Benoît Sarrazin. Benoît Sarrazin qui a d'ailleurs écrit un ouvrage à ce sujet, Les communautés d'innovation de la liberté créatrice à l'innovation organisée. Benoît Sarrazin a créé le cabinet Farwin sur Paris en 2001, après avoir quitté la Silicon Valley. Et puis voilà, une Silicon Valley où vous avez été en fait directeur du marketing chez Hewlett-Packard. Vous allez nous parler de l'apport des communautés d'innovation, comment travailler avec elles en bonne intelligence et comment peut-être dépasser en fait les limites de l'open innovation. Voilà, c'est le sujet de votre conférence pour l'instant. Je vous passe la parole. Ça marche, très bien. Imaginez un monde où vous êtes entouré par des passionnés. Des passionnés qui s'intéressent à votre métier, à vos produits, aux techniques que vous utilisez. Et ces passionnés, comme ils sont passionnés, ils sont créatifs. Et ces passionnés vous apportent des idées innovantes, même quand vous leur avez jamais rien demandé. Ces passionnés sont convaincus de vos produits. Ils en parlent autour d'eux et ils font la promotion de vos produits, même quand vous leur avez rien demandé. Eh bien, c'est ce que vous pouvez obtenir grâce aux communautés d'innovation. Et, il faut le dire, c'est plus difficile de l'obtenir uniquement lorsqu'on applique l'innovation ouverte. Alors, l'innovation ouverte, qu'est-ce que c'est? L'innovation ouverte, on peut décrire l'innovation assez facilement sous la forme d'une espèce d'entonnoir. Vous avez vos technologies d'un côté, et puis vous avez les produits que vous allez délivrer sur le marché. Et en fait, l'innovation, c'est un processus par lequel vous allez avoir des idées, puis vous allez filtrer, et au bout d'un moment, il y aura un petit nombre d'idées qui vont se traduire en produits. L'innovation ouverte consiste à dire que cet entonnoir peut avoir des trous. Et dans ces trous, vous allez en profiter pour aller attirer des technologies externes, donc des technologies qui sont fournies par d'autres entreprises pour faire autre chose mieux sur votre marché, ou bien pour peut-être attaquer un nouveau marché, ou même vous allez vendre vos technologies ou les licencier à des partenaires qui vont pouvoir faire d'autres produits sur leur marché à eux. Et dans tous les cas, vous établissez des relations formelles avec des partenaires. Et ça a une limite, car dès qu'on parle de formalisation, eh bien, ça limite la créativité. Donc il y a une autre alternative, ce sont les communautés. Les communautés, qu'est-ce que c'est? Ce sont des passionnés du même sujet. Et les communautés ont toute une structure commune, bien qu'il y en ait de très diverses dans tous les sens. Elles sont toujours autour d'un groupe cœur. Ce sont les gens, il y a les fondateurs de la communauté, il y a les leaders, ceux qui sont respectés par les autres membres de la communauté. Vous avez aussi les facilitateurs, on les appelle souvent les community managers, bien que je trouve que c'est un mauvais terme, car on ne manage pas une communauté, on le verra plus tard. Donc c'est des gens qui sont très très impliqués et qui sont vraiment au cœur de la communauté. Et puis vous avez des membres très impliqués, le groupe actif, ce sont les membres qui vont participer à tous les événements de la communauté. Ensuite, vous avez des gens qui sont un peu moins actifs, c'est le groupe des occasionnels. Et puis, bien sûr, il y a le périphérique, c'est-à-dire les badauds, les gens qui viennent une fois de temps en temps, et puis on ne les revoit plus. Donc, c'est une structure qui est très, très informelle. Et le challenge, c'est d'établir une relation informelle entre une entreprise qui, elle, est formelle et puis une entité totalement informelle. Et je voudrais citer ce que disait très justement un des co-auteurs de ce livre. Donc c'est un livre, comme le disait Véronique, que j'ai écrit avec deux autres co-auteurs, c'est Patrick Coindé et Laurent Simon. Et Laurent Simon dit quelque chose très juste. Il dit que vis-à-vis des communautés, le manager doit devenir un jardinier des connaissances. C'est très mystérieux, on va voir ce que ça veut dire juste ensuite. Alors, qui suis-je, moi, pour vous parler des communautés? Comme le disait Véronique, je suis consultant en innovation et moi, je l'ai apprise dans la Silicon Valley quand j'étais directeur du marketing chez Hewlett-Packard.
Et quand j'étais là-bas, j'ai appris deux choses. Il y a deux choses que j'ai compris qui sont essentielles. La première chose, c'est que vous n'avez pas le choix que d'innover. Si vous n'innovez pas, vous allez disparaître. En effet, notamment dans l'informatique, si les produits qui vous font vivre aujourd'hui, dans 5 ans, ils sont obsolètes. Donc vous devez réinventer les produits de demain constamment. La deuxième chose que j'ai compris, c'est qu'on ne peut pas innover tout seul. C'est très difficile. Il faut s'ouvrir. Et là, on a une ressource, ce sont les communautés. Alors, les communautés de passionnés, ce n'est pas nouveau. La passion, ce n'est pas nouveau. Il y a toujours eu des gens qui se sont rencontrés pour échanger. Cependant, grâce au numérique, grâce à l'Internet, les facilités de communication font que les communautés ont acquis un pouvoir extraordinaire. Et donc, c'est une ressource très importante. Et c'est ça qui m'a inspiré à écrire ce livre. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui un voyage. Vous êtes tous des spécialistes de l'agroalimentaire et je vais vous proposer de sortir de votre secteur et d'aller voir qu'est-ce qui se passe par ailleurs dans des communautés dans d'autres domaines. Alors, une question que vous pouvez vous poser de manière tout à fait légitime, c'est oui, très bien, mais enfin, à quoi ça me sert, moi, ces communautés, concrètement, dans mon processus d'innovation? Eh bien, revoyons ce processus. On a d'abord la genèse des idées, et là, je l'ai représenté avec une espèce de une ligne totalement chaotique, parce qu'on va chercher dans tous les sens, on va à droite, à gauche, en haut, en bas, on ne sait pas très bien où on va, jusqu'au moment où on est capable, on a suffisamment d'intuition, et là, on va pouvoir choisir un concept. Donc, c'est la deuxième étape. Ensuite, bien sûr, il va falloir développer, et là, vous voyez, la ligne n'est pas totalement linéaire, on a des retards, des difficultés, parfois des retours en arrière. Et au bout d'un moment, on arrive tout de même à la mise sur le marché. Et enfin, développer le marché de manière à ce que cette innovation ait l'impact maximum sur le marché et l'impact maximum pour l'entreprise. Eh bien, les communautés vont pouvoir nous aider dans chacune des étapes de cette courbe, de ce processus. Dans la genèse des idées, la communauté va nous aider à explorer l'inconnu. Comme je l'ai dit, on est dans un monde chaotique, on ne sait pas très bien où on va, et on est dans l'inconnu. Et c'est difficile d'explorer l'inconnu. Est-ce que vous vous êtes trouvé dans une situation dans le passé où vous étiez en train de chercher des idées et vous aviez vraiment l'impression que vous et vos collègues, vous étiez bloqués dans des schémas de pensée traditionnels? Vous savez pourquoi? Oui, en fait, on travaille toujours ensemble, on se connaît très très bien et on finit par penser tous de la même manière. Il est probable que certains d'entre nous ont suivi la même formation. Et même lorsque vous utilisez l'innovation ouverte, donc vous avez des partenaires, souvent on prend des partenaires qui nous ressemblent, donc finalement qui ressemblent, qui pensent assez souvent comme nous. Donc on a du mal à en sortir. Et là, on a une solution grâce aux communautés, c'est explorer dans toutes les directions. Et je vais vous donner un exemple dans le monde de l'automobile. C'est la communauté d'innovation Renault. Il y a 10 ans, un petit nombre de responsables chez Renault, des ingénieurs, ont commencé à se dire nous n'innovons pas suffisamment, de manière suffisamment ouverte, suffisamment originale. On est toujours dans les mêmes schémas de pensée et nous devons changer complètement notre manière de travailler. Ils sont allés dans la Silicon Valley pour s'inspirer. Ils sont aperçus qu'effectivement, il y avait des méthodes totalement différentes, des moyens différents. Ils se disent qu'il faut qu'on fasse quelque chose, ce n'est pas possible, en rentrant en France. Et ils ont décidé de monter une communauté qui s'intéresse à l'innovation. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle communauté. Il n'était pas question de limiter cette communauté au personnel de Renault, sinon on retombait dans le même problème. Ils ont décidé volontairement d'ouvrir cette communauté en dehors. Donc aujourd'hui, c'est une communauté qui est stable et qui regroupe 80 personnes dans des réunions plénières tous les 3 mois. Et dans cette communauté, vous avez des universitaires, vous avez des étudiants, vous avez des consultants, des startups, des responsables dans des entreprises qui n'ont rien à voir avec l'automobile. C'est la RATP, c'est L'Oréal, c'est l'EDF, c'est Dassault Systèmes. Et c'est cette différence de point de vue, cette variété de points de vue qui va faire que
Ils vont pouvoir aborder des sujets très divers. Et vous voyez, ça c'est des exemples de sujets qui sont abordés par la communauté. Des thèmes, par exemple, c'est l'intelligence artificielle, l'économie collaborative, l'open source, la blockchain, la ville du futur. Donc tous des sujets d'actualité qui risquent tous de chambouler complètement notre métier, celui de l'automobile, mais celui des autres secteurs également. Et ensemble, ils réfléchissent avec des points de vue tellement différents que ça donne une inspiration extrêmement forte, et en tout cas très différente, dans cette phase de genèse des idées. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est de dire, mais ok, très bien, ils ont fait ça, mais qu'est-ce qui est important? Quels sont les facteurs clés pour réussir ce genre d'opération? La première, comme on l'a dit, c'est recruter au-delà de l'entreprise. Ce qui a bien sûr des contraintes, notamment le problème de la confidentialité. Qu'en est-il de la confidentialité? Donc c'est un problème qui doit être traité très en amont à l'intérieur de la communauté et prendre une décision. Par exemple, la décision qu'a prise Renault, la communauté Renault, c'est de dire qu'il n'y a pas de confidentialité à l'intérieur de la communauté. Tous les échanges à l'intérieur de la communauté sont non confidentiels par rapport à tous les membres de la communauté. Toutes les idées qui sont conçues dans la communauté sont la propriété de tout le monde dans la communauté et tout le monde peut faire ce qu'il veut. Ce qui veut dire que dès qu'une idée, on commence à dire tiens, cette idée-là, on va en faire un projet, là, elle doit sortir de la communauté. Elle va rentrer dans l'entreprise et là, on passe dans un monde où on garde la confidentialité. Deuxième clé, proposer des challenges. Cette communauté, vous l'avez vu, il y a des thèmes qui sont proposés. Elle ne vit pas tant qu'on n'a pas des sujets à débattre. S'il n'y a rien à débattre, tout le monde va s'ennuyer et puis les participants vont disparaître. Parce que ce sont tous des volontaires, ils ne sont pas payés pour faire ça, ils sont là uniquement en volontaire parce que ça les intéresse. Ils sont des passionnés du sujet. Et donc ces challenges, bien sûr, peuvent être proposés par les membres de la communauté, mais il ne faut pas hésiter à ce que l'entreprise elle-même propose des challenges. Ils disent, tiens, ce sujet-là m'intéresse, est-ce que ça vous intéresserait dans la communauté d'en débattre? Bien, nous avons vu la genèse des idées, maintenant voyons le choix des concepts. Et là, il est vraiment intéressant de pouvoir décloisonner les expertises. Est-ce que ça vous est arrivé de sentir que dans votre secteur, dans votre entreprise, on était très cloisonné? Il y avait beaucoup de silos entre les pratiques. Bien sûr, tout le monde sait qu'il y a énormément d'innovation qui vient du digital. Malheureusement, ce n'est pas vraiment notre tasse de thé, le digital. Les réglementations sont très lourdes. Ça alourdit encore les bonnes raisons pour ne pas décloisonner les expertises. Et ça, c'est très pesant. Alors, je vais vous prendre un exemple dans un autre secteur, mais qui a beaucoup de points communs avec l'agroalimentaire, c'est le secteur de la santé. Dans la santé, il y a des silos en pratique. Entre les pratiques, c'est faramineux. Quelqu'un qui travaille un médecin qui travaille sur le cœur, qui travaille sur le foie, qui travaille sur le système nerveux, ne communiquent pas entre eux. Et pourtant, c'est quand même des éléments fondamentaux d'un même corps humain. Et puis alors, ils ont du mal à communiquer avec les infirmières, du mal à communiquer avec les labos, du mal à communiquer avec tous les autres, les startups. Alors, l'informatique, je ne vous en parle pas. Tout ce qui est digital, alors là, ils n'y connaissent rien, ils sous-traitent à des entreprises qui leur font des applications très, très, très chères, et puis on se demande à quoi ça sert. Ils sont très en retard, et puis la réglementation, alors là, c'est vraiment un poids énorme. Et donc, dans ce cadre-là, la communauté peut apporter quelque chose, et par exemple de faire collaborer des experts qui ne se rencontrent jamais. Je vais vous prendre un exemple, c'est Hacking Health. Certains connaissent peut-être Hacking Health. C'est une communauté dédiée au domaine de la santé, et ça a été créé par Luc Sirois et quelques-uns de ses amis. Luc était donc c'était à peu près il y a 12 ans, c'est toujours d'ailleurs un entrepreneur dans une start-up qui était vraiment frustré par le manque d'innovation dans le domaine numérique et pour la santé, parce qu'il travaillait dans le domaine de la santé. Et donc, il a décidé de monter une communauté, mais attention, pas n'importe quelle communauté. Une communauté qui regroupe des personnels de santé, médecins, infirmières, mais aussi des développeurs informatiques, sachant que les développeurs ne communiquent jamais avec des médecins. Et aussi des designers. Alors, pourquoi des designers? Ça, c'est intéressant.
Les designers sont très bons à créer un langage commun entre des personnels de santé et des développeurs, et donc des personnes qui n'ont pas du tout de capacité à travailler et à communiquer ensemble. Et aussi des entrepreneurs. Pourquoi? C'est pour s'assurer que les projets, les idées qui sont émises par la communauté arrivent à des solutions qui soient exploitables sur le marché. Et donc, ils organisent des hackathons. Un hackathon, c'est un événement pendant 48 heures, extrêmement intense, où des porteurs de projets, donc des individus bénévoles, vont venir pour dire tiens, j'aimerais bien qu'on travaille sur tel projet, et ils vont recruter localement sur place d'autres membres qui ne connaissaient pas auparavant et qui vont les rejoindre pour concrétiser ce projet. Et l'idée, c'est au bout des 48 heures d'être capable de montrer un premier prototype, de montrer un premier projet élaboré et de concourir à un concours. Et il y a un projet qui va être désigné comme le projet du hackathon. Et donc, il faut gagner ce projet. Et c'est une excellente manière de faire communiquer des expertises totalement différentes et d'arriver à dépasser ce cloisonnement des expertises. Et il y a des projets qui vont aboutir, ou même s'ils n'aboutissent pas, les gens qui se sont rencontrés vont peut-être travailler sur d'autres projets plus tard parce qu'ils ne se connaissaient pas avant et maintenant qu'ils se connaissent, ça y est, ils ont là le fit et puis le moyen de travailler ensemble. Alors il y en a partout des hackathons, en France, mais il y en a partout dans le monde. Alors encore une fois, c'est intéressant de se poser la question, mais quelles sont les clés du succès dans ce cas-là? Eh bien, c'est créer des événements festifs et rythmés. Ce qui va souder la communauté, ce sont les événements, où les gens se rencontrent, où ils vont échanger ensemble. Et plus c'est festif, et plus c'est rythmé, et plus c'est intense, plus ça sera fabuleux. Et tous les gens qui ont assisté qui ont participé à un Hacking Health un jour, ils s'en souviennent toute leur vie, tellement c'était intense et tellement ils ont découvert les autres, ils ont découvert des tas de choses. C'est vraiment un moment merveilleux. Et ce qui est très important également, c'est d'avoir une mission inspirante. Là, la mission, elle est claire, c'est la santé. Et c'est cette mission inspirante qui fait que tous ces gens qui ne se connaissaient pas vont se déplacer, vont passer 48 heures bénévolement pour travailler ensemble et puis faire avancer la santé. Alors, ne pas oublier d'apporter du coaching à tous ces gens qui, eux, c'est des gens de la communauté qui ne sont pas des spécialistes de la gestion de projet, qui ne sont pas spécialistes de donner un pitch pour convaincre les autres que leur projet qu'ils proposent est un bon projet. Donc, il va falloir leur donner du coaching. Du coaching, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, avant la conférence, il y aura des séances pour apprendre à faire un pitch. Et puis, il y aura des coachs pendant le hackathon pour les aider à avancer et puis en 48 heures arriver à une solution qui est présentable auprès du jury. Alors passons au suivant, le développement. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir une super technologie innovante et là vous êtes très fier de votre technologie, ça marche très bien et vous allez faire un malheur, et puis à un moment donné, vous posez la question, oui, mais si le consommateur rejetait mon innovation? Parce qu'il n'en voit pas l'intérêt. Parce que votre technologie, elle change le produit. Et lui dit, mais attendez, le produit que j'avais avant, il était très bien. Pourquoi vous me l'avez changé, s'il vous plaît? Rendez-moi celui que j'avais avant. Et là, la communauté nous apporte une solution, c'est de s'inspirer des lead users. Qu'est-ce qu'on appelle les lead users? Ce sont les utilisateurs extrêmes, ceux qui utilisent vos produits de manière tellement intense qu'ils en connaissent tous les défauts, qu'ils en connaissent toutes les qualités, qu'ils en connaissent les limites et qui sont même capables d'imaginer les produits que vous pourriez apporter demain. Je vais vous prendre un exemple. Là, il s'agit de Salomon, l'entreprise française, qui est un leader mondial dans les chaussures de ski et qui est en train de devenir maintenant un leader mondial dans les chaussures de course, notamment avec le trail, vous savez, la course sur les sentiers, dans les montagnes, dans les forêts, etc. Et les ingénieurs dans cette entreprise sont très fiers parce qu'ils ont trouvé une super technologie innovante
Cette technologie leur permet de simplifier considérablement toute la fabrication d'une chaussure de trail. Par exemple, une chaussure traditionnelle demande 100 opérations différentes pour la monter. Avec leur technologie, il n'y a plus que 15 opérations. Au lieu de 15 composants, ils n'ont plus que 5 composants. Donc, ils sont tout fiers de la technologie. Oui, mais. Et si le client nous dit, écoutez, vous êtes gentil, mais votre manufacturing, moi, ce n'est pas mon problème. La production, ça, ce n'est pas mon affaire. Le produit d'avant était très bien. S'il vous plaît, donnez-moi le produit d'avant. Heureusement, ils ont une communauté très active. Et dans cette communauté où on a des lead users, un de ces lead users, c'est Kilian Jornet, qui est aussi un des leaders de la communauté. Kilian Jornet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un athlète de très haut niveau. Il a été champion plusieurs années en trail. Et il fait des choses qui sont très originales, qui n'ont jamais été faites. Par exemple, c'est celui qui a battu le record pour monter en courant en haut du Mont Blanc et redescendre. Alors, pour ceux qui aiment la montagne, vous l'avez peut-être déjà essayé de le faire, si vous êtes un peu entraîné, vous pouvez effectivement aller en haut du Mont Blanc et redescendre. Vous allez prendre le téléphérique de l'Aiguille du Midi. Avec un guide, vous allez en refuge, etc. En gros, il vous faut 2 jours pour faire l'aller-retour. Notre ami Kilian, il a fait ça en 5 heures. Et attention, il ne partait pas de l'Aiguille du Midi. Il partait du bas de Chamonix, parce que c'était triché monter avec le téléphérique. Donc, vous voyez que c'est quelqu'un qui est très inspirant pour la communauté. Et quand il a vu cette chaussure, il a dit, mais en fait, vous savez quoi? Il a dit aux ingénieurs, mais attendez, moi, ce que je veux vraiment, c'est courir comme un animal. Et il dit, vous voyez ces bouquetins qu'on voit dans la montagne, ces bouquetins, ils n'ont pas de chaussures, ils n'ont pas d'habits, ils n'ont pas d'équipement, ils n'ont pas de sac à dos. Et pourtant, ils sont d'une telle agilité, c'est incroyable. Ils ont juste leurs sabots. Et avec leurs sabots, ils sont capables de monter et descendre des pentes extrêmement escarpées sans jamais se casser la figure et apparemment sans jamais se fatiguer. En tout cas, bien mieux que nous les hommes. Et moi, c'est ça que je voudrais. Alors, c'est vrai, je ne peux pas me passer d'une chaussure, ma constitution physique n'est pas capable, mais ce que je voudrais, c'est de pouvoir oublier complètement ma chaussure, que ma chaussure m'entoure le pied, mais c'est comme si elle n'était pas là. Et ça fait tilt. Effectivement, nos ingénieurs ont été capables, avec cette technologie, de créer une chaussure qui va mouler le pied de telle manière que vous n'avez même pas l'impression de sentir la chaussure. Et en plus, avec cette technologie, on est capable de personnaliser le produit en fonction de votre morphologie, de comment vous courez, de quel type de terrain vous allez utiliser. Et ça, c'était vraiment une très belle solution pour les consommateurs. Donc, Kilian les a permis de sortir du problème de rejet par le marché. Alors, encore une fois, dans ce cas-là, c'est quoi les facteurs clés de succès? Première chose, c'est être à l'écoute des lead users. Alors, il faut quand même reconnaître que les lead users, c'est un peu des emmerdeurs, parce que ce sont des gens qui passent leur temps à se plaindre, dire que votre produit, il n'est pas ci, il n'est pas ça, il est machin, il est trucs. Donc, c'est vraiment des emmerdeurs. Mais il faut quand même être capable de les écouter parce que même si leurs idées ne sont pas toujours bonnes, parfois certaines de leurs idées sont totalement irréalistes, mais certaines de leurs idées sont très très bonnes. Et vous pouvez utiliser ces idées et les intégrer dans votre processus d'innovation. Vous pouvez même aller plus loin, c'est de manière proactive apporter une solution à leurs besoins spécifiques. C'est ce que Salomon fait avec Kilian Jornet notamment, lui qui est très original et qui passe son temps à essayer des nouvelles manières de pratiquer son sport. Donc il arrive constamment à des limites qu'il cherche à dépasser. Et ce que font les ingénieurs de Salomon, c'est lui faire des produits sur mesure, des prototypes, pour qu'ils puissent essayer et puis voir un petit peu comment ça marche. Et parfois, plusieurs fois, ces prototypes s'avéraient répondre à un besoin, non pas seulement de Kilian pour faire ces trucs un peu différents, mais à des vrais besoins de la communauté. Et ces prototypes sont devenus des vrais produits qui ont été ensuite diffusés sur le marché, avec beaucoup de succès. Maintenant, passons à la mise sur le marché. Convertir les consommateurs en ambassadeurs. Alors là,
est-ce que ça vous est arrivé d'être une petite entreprise innovante? Vous avez une superbe innovation, et puis dès que l'innovation entre sur le marché, eh bien, vous avez un premier succès, et donc vous espérez remporter tout le marché, vous voyez la croissance venir, et manque de peau, il y a des concurrents plus puissants qui peuvent envahir le marché. Ils voient très bien que vous avez une très bonne idée, ils copient votre idée, et comme ils ont une puissance marketing bien supérieure à la vôtre, ben, ils piquent tout le marché. Et donc vous êtes extrêmement frustré parce que finalement, c'est vous qui avez eu l'idée, c'est vous qui avez testé, qui avez déterminé le problème, qui avez trouvé la solution à tous les obstacles. Et malheureusement, vous n'êtes pas récompensé parce que ce sont les autres qui vous prennent la part de gâteau. Et là, encore une fois, la communauté nous apporte une solution. C'est de capitaliser sur l'enthousiasme des membres de la communauté. Et là, je reprends l'exemple de Salomon, mais à une autre époque. Salomon, c'était en 2006. Salomon était à l'époque un acteur très important dans les chaussures de ski, un leader mondial. Mais par contre, dans les chaussures, soit de randonnée ou de course, c'était un nain. Il faisait quelques chaussures de randonnée, mais qui ne se différenciaient pas de la concurrence. Et puis en course, ils étaient zéro. Et ils ont inventé une nouvelle chaussure. C'était la première chaussure de trail. Et c'est ça qui a développé la nouvelle pratique de trail qui aujourd'hui est très développée. Rien qu'en Bretagne, vous avez tous les ans plus de 200 événements de trail, ça veut dire plus de 200 courses à laquelle vous pouvez participer. Donc c'est vraiment un développement énorme, alors que personne ne le pratiquait en 2006. Donc c'était il y a 12 ans. Et donc, nos amis de Salomon ont sorti leurs premières chaussures de trail. Et puis, ça provoque un enthousiasme très important parmi le petit milieu de la montagne. Tous ces gens qui avaient envie de courir dans la montagne plutôt que de courir derrière les pots d'échappement. Et les vents se passent bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, c'est que vous avez les gros, les ASICS, les Adidas, les North Face qui disent « Mais attendez, c'est génial cette idée. Nous aussi, on va faire des chaussures de trail. » Ils ont tous à leur catalogue des chaussures de trail. Et donc, Salomon allait se faire complètement évacuer du marché parce que les autres ont une puissance bien plus importante en marketing. Et ce qui a sauvé Salomon, c'est sa relation avec la communauté. Dès le début, la communauté était très présente, très forte. Et Salomon a décidé de miser sur la communauté, c'est-à-dire vraiment de s'occuper d'être très très proche de sa communauté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, comme je vous l'ai dit, le trail, la pratique du trail a vécu et vit toujours d'ailleurs une croissance très importante. Donc ça veut dire qu'il y avait constamment des nouveaux pratiquants, des gens qui faisaient du jogging ou qui faisaient du marathon, qui se sont dit « Tiens, ça serait vraiment sympa de pouvoir courir dans la nature ». Donc qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils vont voir d'autres membres de la communauté en disant « Tiens, alors comment on fait ?» Et ces membres de la communauté disent voilà comment tu t'entraînes, voilà comment tu pratiques, où tu dois pratiquer. Et voilà quel équipement tu dois avoir. D'ailleurs, les chaussures, c'est très important. Ça, c'est le point numéro 1 de l'équipement. D'ailleurs, moi, je prends des Salomon. Tu fais comme moi, tu n'auras pas de problème. En clair, ce sont les membres de la communauté qui ont vendu Salomon. Et ce n'est pas le marketing traditionnel qui a vendu les chaussures. Et Salomon est resté toujours le leader de cette pratique, alors qu'il était bien en puissance marketing bien inférieure, et toujours d'ailleurs inférieur à Adidas, ASICS et North Face. Alors maintenant, vous allez me dire, mais c'est quoi les facteurs de succès? Premier facteur, soutenir l'effort d'animation. Une communauté ne peut pas vivre s'il n'y a pas d'animation, s'il n'y a pas des gens qui vont constamment provoquer des choses, créer des événements, faciliter la discussion entre les membres, répondre aux questions, etc. Et ça, c'est très important. Ça prend du temps. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire apporter des éléments logistiques. Par exemple, organiser des événements, c'est compliqué. Et les membres de la communauté sont, au moins au début, à partir du moment où ils commencent à s'organiser, mais en tout cas le premier événement, ils ont beaucoup de mal. Donc c'est leur apporter des moyens logistiques. Aussi, le rôle de community manager est très important, celui qui va animer, qui va faciliter les dialogues dans la communauté.
Mais ces gens, ça prend du temps. Donc, pour qu'ils soient vraiment capables de faire leur travail, il faut les financer. Donc, Salomon finance des community managers. Alors, attention, ce n'est pas pour autant que vous pouvez dire à ces community managers, voilà le brief de la marque, voilà ce que la marque veut communiquer auprès de ses consommateurs. Maintenant, vous suivez ce brief. Il n'y a pas question d'en sortir d'un iota. Ce qu'on aurait tendance à penser habituellement, en tout cas c'est ce qu'on dit à nos agences publicitaires, eh bien, il n'est pas question de faire ça. Vous devez laisser une totale liberté d'expression aux community managers. Pourquoi ? Ce sont des membres de la communauté. Ce ne sont pas des membres de l'entreprise, ce sont des membres de la communauté. Et en tant que tel, dans la communauté, c'est la vérité qui compte, c'est l'authenticité qui compte. Donc leur seule manière d'être crédible, c'est de dire ce qu'ils pensent. Si l'entreprise a fait une bêtise, ils vont dire que l'entreprise a fait une bêtise. S'ils pensent qu'un produit est mauvais, ils vont dire que ce produit est mauvais. Et ça, c'est très important. Et c'est par cette authenticité qu'ils seront crédibles. Et que lorsque il y a des gens dans la communauté qui vont dire que le produit n'est pas bon alors qu'il est bon, là, ils vont pouvoir défendre et ils sont crédibles parce qu'ils vont défendre les produits. Ce qui est d'ailleurs la majorité des cas. Donc c'est très important de leur laisser une totale liberté. Passons à la dernière phase de notre affaire. Et on va passer au développement du marché. Donc nous avons réussi à innover, nous avons développé notre produit, l'avons mis sur le marché. Et est-ce que vous vous êtes trouvé dans cette situation où vous avez votre solution innovante a déjà réussi, vous êtes content, vous avez des articles dans les journaux, vous avez peut-être gagné un prix d'innovation, et puis vous avez un premier succès, mais après ce premier succès, ça a tendance à plafonner et vous n'arrivez pas à emballer le reste du marché. Et pourquoi ? Parce que les consommateurs restent passifs, parce que votre produit ne les passionne pas. Comment en sortir ? Et là encore, on a une solution offerte par la communauté qui est la suivante, c'est de proposer aux membres de la communauté de modifier le produit ou d'en créer des extensions. Alors je vais prendre ici un exemple dans un autre domaine, c'est le domaine des jeux vidéo. Le jeu Trackmania, pour ceux qui sont joueurs de jeux vidéo, vous le connaissez, c'est un jeu de course automobile en ligne. Et le but, c'est de jouer sur un circuit, bien sûr, virtuel, et puis de gagner la course. Et vous jouez en ligne à plusieurs. Et c'est celui qui va gagner, je ne sais pas, il peut y avoir 8 partants, celui qui va gagner la course, qui bien sûr va gagner le pompon. Et ce jeu a été développé par une toute petite entreprise française, Nadeo, une entreprise qui n'a pas du tout les moyens des fabricants de logiciels, des éditeurs de jeux vidéo comme Ubisoft ou bien d'autres. Et donc cette entreprise a réussi pourtant, car très vite, elle a laissé la communauté jouer avec ses produits et changer ses produits. Et en fait, la communauté a créé des extensions, par exemple. Ce sont les membres de la communauté qui créent des circuits et qui proposent que les autres jouent sur leur circuit. Il y en a qui se sont spécialisés à créer des écuries, c'est-à-dire des voitures avec des performances très, très particulières pour courir encore mieux sur ces circuits. Il y en a qui se sont spécialisés à créer des sites d'événements en ligne et créer donc des événements où les autres peuvent participer. D'autres qui se sont spécialisés dans la capture de vidéos pour pouvoir publier les moments les plus spectaculaires de certains de ces jeux et puis les publier sur YouTube. Et tout ça, c'est des choses que l'entreprise n'avait absolument pas les moyens de développer. C'était trop long, trop lourd. Mais quel était l'effet ? C'est qu'une fois que ces membres de la communauté ont développé leur circuit, développé leurs écuries, développé leur site d'événements, qu'est-ce qu'ils font ? Ils en parlent autour d'eux. Ils en parlent autour de tout le monde et puis venez avec moi, venez jouer. Et en fait, ça a créé un buzz tellement important que aujourd'hui, Trackmania est le seul jeu de course automobile en ligne qui est un championnat mondial tous les ans. Et ça, le championnat mondial tous les ans, donc c'est dans une immense salle, ils sont, je ne sais pas, 3000,
et puis il y a des champions qui vont battre les uns contre les autres. Et ça, c'est vraiment la rançon enfin, c'est pas la rançon, c'est la clé du succès pour un jeu vidéo. Okay. Alors, quels sont les facteurs clés du succès dans ce cas-là? Eh bien, le premier, il faut ouvrir le produit pour que les utilisateurs l'enrichissent. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas laisser le produit fermé. C'est ce qu'a fait Nadeo. Nadeo, au tout début, dans son jeu, il y avait la possibilité pour les utilisateurs d'aller dans le code et puis d'aller créer des circuits, d'aller créer des sites d'événements, etc. Donc, ouvrir le produit. Et deux, qui est très important également, c'est donner des informations exclusives aux leaders et aux animateurs de la communauté. En fait, la communauté, encore une fois, elle ne vit que parce qu'il y a des choses qui se passent. Donc, il faut créer l'événement, il faut créer des choses. Donc, c'est constamment donner un accès privilégié à ces leaders de la communauté, à ces community managers, pour qu'eux soient capables d'alimenter le débat et puis faire que ça discute et que ça échange à l'intérieur de la communauté. Donc, on a vu l'apport des communautés d'innovation. Vous voyez, au moment de la genèse des idées, c'est explorer l'inconnu grâce à des points de vue très différents. Au moment du choix des concepts, c'est décloisonner les expertises, en faisant intervenir des experts qui se rencontrent jamais. Au moment de concrétiser l'innovation, c'est de se baser sur les lead users pour être inspiré sur comment, quoi mettre en avant dans votre produit. Pour ensuite convertir les consommateurs en ambassadeurs au moment de la mise sur le marché. Et enfin, développer le marché en faisant enrichir le produit de manière à ce que les clients deviennent vraiment des promoteurs numéro 1 du produit. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, on se dit, ça y est, c'est gagné, c'est facile. À partir de maintenant, dans mon entreprise, je vais monter plein de communautés et puis ça va marcher du feu de Dieu. Attention, ce n'est pas si facile que ça. Comme le disait Fabien plus tôt, c'est une question de mentalité, une question de culture, une question d'état d'esprit. Il y a une nouvelle attitude à adopter. Et cette nouvelle attitude, c'est l'attitude du jardinier. C'est quoi un jardinier? C'est quelqu'un qui va prendre soin des plantes, qui va faire en sorte qu'elles aient suffisamment de soleil, mais pas trop, qui va s'assurer que le terreau est fertile, qui va mettre de l'engrais, qui va les arroser, les protéger du gel. Mais ce n'est pas lui qui va dire à la plante, toi tu dois pousser de 10 cm par jour, ou ce n'est pas lui qui va tirer sur les feuilles pour qu'elles poussent plus vite. Il laisse la plante se développer et il donne simplement l'environnement qui va lui permettre de se développer. C'est l'inverse de notre attitude traditionnelle qui est plutôt celle du capitaine. Les gars, tous à vos postes. Maintenant, un tel tu fais ça, un tel tu fais ça, un tel tu fais ça. Mode hiérarchique. Alors, concrètement, ça veut dire que vous devez être capable d'accompagner la communauté sans ingérence. Par exemple, allez, est-ce que je peux, donc je suis une entreprise, je m'intéresse à un sujet particulier, à des produits ou bien à une technologie, est-ce que je peux créer une communauté? Non, vous ne pouvez pas créer une communauté. Pourquoi? Parce que la communauté, c'est quelque chose qui part d'une intuition, qui part d'une conviction très très forte de fondateurs. Ces fondateurs, ce sont des gens qui pensent fondamentalement que le monde ne fonctionne pas bien. Le monde ne tourne pas rond et ils vont essayer de le corriger, dans leur domaine bien sûr. C'est des gens qui sont là pour sauver la planète. Donc ils ont une mission très très forte. L'entreprise, il faut quand même le reconnaître, la mission principale de l'entreprise, c'est la pérennité de l'entreprise. C'est faire du profit, c'est satisfaire ses clients, et puis surtout pouvoir donner du boulot à ses employés demain. Ce n'est pas quelque chose que la communauté peut entendre. La communauté, c'est un peu des idéalistes. Donc c'est quelque chose, si vous décidez de créer la communauté,
les membres potentiels de la communauté vont rejeter votre initiative parce qu'ils vont sentir la manipulation d'une entreprise avec le schéma, l'entreprise qui veut faire du profit, qui veut nous manipuler pour obtenir ce qu'elle veut, etc. Par contre, ce que vous pouvez faire tout à fait, c'est encourager les fondateurs de la communauté. C'est leur mettre des moyens à disposition, c'est financer les premiers événements, c'est leur donner des moyens matériels, des locaux, c'est financer des animateurs. Ça, oui, vous pouvez le faire. Bien, donc je ne peux pas créer ma communauté, je peux encourager les fondateurs maintenant qu'elle est créée. Bon, est-ce que quand même vous allez me laisser diriger la communauté? Merde alors, c'est moi qui finance, donc c'est moi le patron. Est-ce que c'est possible? Hélas, vous ne pouvez pas non plus diriger la communauté. Pourquoi? Il y a une raison très simple, c'est que personne ne peut diriger une communauté. Je l'ai dit tout au début, il y a des fondateurs, il y a des leaders, il y a des animateurs. Et donc, est-ce que ce sont ces gens-là qui dirigent la communauté? Eh bien non, personne ne dirige la communauté. La communauté, ce sont des gens qui se rencontrent et qui spontanément vont échanger sans aucun leader, sans aucun patron. C'est quoi un leader? Un leader, c'est quelqu'un qui est reconnu par les autres de la communauté comme étant très inspirant. Donc, il va influencer certainement, mais ce n'est pas lui qui décide. C'est chaque membre qui décide individuellement. Donc, vous ne pouvez pas diriger. Alors, est-ce que vous pouvez apporter des moyens à la communauté? Ça, oui. Oui. Vous pouvez, comme le jardinier, apporter des moyens de manière à ce que la communauté se développe d'une manière harmonieuse. On a parlé de s'ouvrir à la communauté. Est-ce que je dois garder mon produit fermé? C'est quand même pratique, hein, le produit, je sais ce qu'il y a dedans, je sais ce qu'il fait. Il n'est pas question d'y toucher parce que vous allez me causer des tas de problèmes. Malheureusement, lorsque vous travaillez avec une communauté, ce n'est pas la meilleure solution. Parce que plus vous gardez le produit fermé, et plus votre consommateur va se dire « oui, enfin, c'est le produit des autres, ce n'est pas mon produit, ce n'est pas le mien ». Donc vous devez trouver le moyen de trouver le moyen que le consommateur puisse enrichir vos produits. Est-ce que c'est une bonne chose de garder le secret sur tout? C'est vrai, ça c'est un petit peu la tradition, hein. Nous, on a des tas de secrets. Il n'est pas question que quoi que ce soit que l'on fait soit connu en dehors de l'entreprise, sinon on va perdre notre avantage concurrentiel. Malheureusement, c'est un réflexe que vous allez devoir oublier un petit peu lorsque vous allez travailler avec des communautés. Vous devez leur donner accès à des informations et des expertises. C'est ça qui va faire que la communauté va évoluer, elle va grandir, elle va avoir envie d'être créative. Il faut lui donner de l'information. Alors, je ne dis pas que vous deviez à tout prix donner tous vos secrets. Non, 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 non. Mais simplement, ayez conscience qu'il y a des tas de choses que vous savez dans votre secteur grâce à votre expertise qui peut être très utile à des membres de la communauté parce que ça les intéresse, parce que ce sont des passionnés, ils n'ont pas votre expertise et qui ne sont pas dangereuses pour vous de les donner parce qu'en fait, c'est des choses qui sont connues dans tout le secteur de toute façon et vos concurrents le savent. Donc en conclusion, les communautés sont une ressource très puissante que vous pouvez utiliser pour innover. Elles peuvent vous aider, on l'a vu, dans tous les éléments du processus d'innovation. Mais attention, vous devez adopter une nouvelle attitude, celle du jardinier. C'est celle de celui qui prend soin de son jardin, qui fait tout pour qu'il puisse se développer. Mais c'est celui qui respecte l'ordre de la nature. C'est celui qui va respecter les plantes, qui va les laisser se développer comme elles ont envie de se développer. Et moi, je trouve que c'est un message très très beau pour nous tous ici, car c'est un message de respect et d'humilité. Merci. Merci Benoît Sarrazin. Je propose peut-être qu'on passe la parole à la salle. Vous avez peut-être envie de poser une question sur les communautés d'innovation. On va y revenir tout au cours de l'après-midi, mais peut-être que vous avez envie de poser une question, avoir un éclaircissement, aller plus loin, peut-être apporter déjà un témoignage. Donc voilà, je propose que la parole circule dans la salle.
Et peut-être pour lancer le débat, on pourrait peut-être donner un exemple dans l'agroalimentaire. Il y a par exemple la marque C'est qui le patron qui a quelque part un peu lancé cette idée. Oui, alors ça, c'est vraiment intéressant. Donc, la marque C'est qui le patron est partie sur une communauté. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une attente de certains consommateurs, dans toute une communauté de consommateurs, qui voulaient à tout prix que les agriculteurs soient bien traités, que les animaux soient bien traités, ils ont apporté une solution avec tous les produits. Il y a du lait, il y a plusieurs produits qui sont diffusés. Et ça, c'est vraiment une chose très très belle, où c'est en fait la communauté qui va décider, d'ailleurs c'est elle qui décide des produits, en tout cas des caractéristiques des produits qui vont être ensuite diffusés. Et ça a un très gros succès chez les distributeurs, bien que la marque soit, comment dirais-je, vous avez vu le graphisme qu'ils utilisent est très très simpliste, hein, c'est pas joli du tout, et pourtant c'est un très gros succès parce que ce sont les consommateurs eux-mêmes qui veulent qu'on promeuve ces produits. Oui, bien, je crois qu'on a une question. Ouais. Si vous pouvez juste vous présenter un petit peu pour qu'on sache qui vous êtes. Hervé Salquin, donc je suis consultant dans l'enseignement supérieur. J'avais une question sur la propriété intellectuelle, parce que dans les 5 ou 6 étapes du process, vous avez dit qu'il n'y avait pas de confidentialité chez Renault notamment, mais à un moment, on va bien parler de brevets, de secrets, de dessins modèles. Donc comment se gère la propriété intellectuelle au sein de la communauté? Alors, comme on l'a dit au tout début de d'abord, chaque communauté est différente, donc, mais en général, hein, je vais donner un cas général. Ce qui se passe, c'est qu'on va donner, on va clarifier très très vite les problèmes de propriété intellectuelle. Par exemple, le choix qu'a fait la communauté Renault, c'est qu'il n'y a rien n'est confidentiel. Donc, ce qui veut dire que personne ne va amener des informations dites confidentielles dans la communauté, d'accord ? Et que les idées, une fois que quelqu'un veut utiliser cette idée, eh bien, le projet, lui, va sortir de la communauté. Dans d'autres cas, par exemple, il y a eu le cas, par exemple, justement du lead user, je parlais de Kylian Jornet là, dans le cas de Salomon, eh bien, il y a eu des problèmes de confidentialité à traiter. Par exemple, cette chaussure très nouvelle qui s'appelle Mesh a très longtemps été gardée confidentielle parce que l'entreprise ne voulait pas laisser les concurrents copier ce qu'ils voulaient. Donc, l'entreprise a passé un accord de confidentialité avec les lead users, donc avec Kylian Jornet et puis les quelques-uns qui ont utilisé les premiers la chaussure pour dire ces chaussures, on vous la laisse, vous l'utilisez, mais vous ne l'utilisez pas dans des événements publics et vous en parlez à personne. Parce que sinon, ça pouvait poser un problème très grave. Par exemple, si les membres de la communauté savaient qu'il y avait cette chaussure, ils allaient la demander pour l'avoir demain, et puis après, et l'entreprise était incapable de satisfaire la demande. Donc, c'est au cas par cas. Est-ce qu'il y a une autre question sur les communautés d'innovation? Une question à poser à Benoît Sarrazin? Oui? Oui, bonjour, je suis Caroline Revol, responsable d'innovation au sein de Valorial, qui est un pôle de compétitivité dans le métier d'accompagner l'innovation collaborative. Ces sujets-là, on est très, très avertis par rapport à tout ça, puisqu'on a créé un baromètre de l'innovation qui aborde pas mal ces sujets-là. Moi, j'ai quand même une question autour de l'identification des lead users. Comment les identifier? Je fais référence à l'agroalimentaire, identifier nos consommateurs, parce qu'on parle souvent du consommateur qui a cette capacité à imaginer les produits de demain. Est-ce que vous avez des astuces là-dessus pour aiguiller nos entreprises pour l'identification de ces fameux lead users? Beaucoup de lead users en fait se font connaître naturellement parce que, et notamment quand vous avez une communauté, les leaders de la communauté connaissent ces lead users. Ils savent très bien qui est en train d'essayer des tas de choses. Alors c'est vrai que les lead users ne sont pas des gens qui vont communiquer par eux-mêmes. Ça ne les intéresse absolument pas de communiquer. Ce qui les intéresse, c'est juste le produit, ce qu'ils en font, etc. Par contre, c'est le meilleur moyen, c'est d'utiliser la dynamique de la communauté, et notamment les leaders et aussi les facilitateurs de la communauté, qui eux sont très souvent au courant de ce qui se passe à droite et à gauche.
Bonjour, donc je m'appelle également Caroline, je m'occupe de l'innovation mais chez ENAF et pas chez Valorial. Moi j'ai une question concernant le jardinier. Je trouve que la métaphore effectivement est hyper parlante, très intéressante. Et en même temps, quand on est jardinier, on a envie de faire pousser certaines espèces et pas d'autres. On a envie de placer son jardin à tel endroit du jardin et pas n'importe où. Et donc, on a quand même envie d'orienter à minima les choses. Et du coup, ma question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ce soit pas non plus complètement l'anarchie et qu'on arrive à minima à orienter les choses, le sujet, de façon à ce que ça réponde aussi à une problématique de l'entreprise. Alors ça, c'est une très très bonne question. Vous avez parfaitement raison. Une communauté, c'est l'anarchie. Par définition, c'est l'anarchie. C'est-à-dire qu'une communauté vit et évolue. Donc vous avez des leaders qui vont fonder la communauté à un moment donné. Et puis sur une image, un objectif. C'est pas un objectif d'ailleurs, c'est plus une idée. Et après, plus la communauté va se développer, plus elle va faire venir des membres. Parce qu'en fait, ces leaders cherchent à attirer des membres pour les rejoindre. Et plus les membres vont rejoindre, plus vous allez avoir d'autres personnes avec d'autres personnalités, d'autres expertises, d'autres idées. Et plus la communauté grandit, plus il y aura une tendance de scission de la communauté et de divergence dans d'autres communautés avec d'autres idées, d'autres directions, d'autres pratiques qui veulent essayer d'autres choses. Donc votre communauté évolue. Il peut aussi arriver que la communauté disparaisse. S'il n'y a plus rien à dire, si les gens ne sont pas inspirés, il n'y a rien qui se passe, la communauté disparaît. Donc vous êtes en face de quelque chose qui est complètement mouvant. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez pas contrôler la communauté, c'est impossible. Ça serait couper la dynamique et ça n'aurait aucun intérêt. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est que vous savez très bien qu'il y a un petit peu des branches qui apparaissent, etc. Ce que vous pouvez faire, c'est sponsoriser volontairement les domaines que la communauté engage et qui vous intéressent vous. S'il y a une branche de la communauté qui décide d'aller s'intéresser, par exemple, à la santé qui n'est pas du tout votre domaine, eh bien, vous direz très bien, allez-y. D'ailleurs, il y a peut-être des hôpitaux, etc., qui peuvent vous sponsoriser, mais moi, c'est pas mon truc. Donc, c'est comme ça que vous influencez. Vous influencez de manière honnête. Vous dites simplement, ça, c'est pas mon affaire. Je n'y connais rien, je n'ai pas de compétences. C'est pas mon métier. Allez-y. Voilà. C'est comme ça que vous faites. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Bonjour, je m'appelle Marianne, je travaille dans une agence qui s'appelle SO, on fait de la stratégie de marque et de la communication. Ça résonne pas mal ce que vous dites en termes de communauté. Alors j'entends bien qu'on parle principalement d'innovation. Quel parallèle vous pouvez faire avec tout ce que vous venez de nous dire sur les communautés en matière de marque? Si on est dans un secteur, par exemple, où il n'y a pas forcément de l'innovation, on est vraiment plus sur de l'image, où on est sur du service, ou est-ce que les mêmes principes d'animation de la communauté s'appliquent dans ce cas-là? Très très bonne question. Vous avez raison. On a appelé ça des communautés d'innovation parce que, par nature, il y a d'autres personnes qui les appellent des communautés de pratique. Donc, ce n'est pas l'innovation qui est le sujet. Nous, on les a appelés dans notre bouquin les communautés d'innovation, tout simplement parce que ce sont des gens qui sont tellement passionnés que naturellement, ils vont être innovants. Ceci dit, si vous êtes dans des domaines qui ne sont pas innovants, il n'y a aucun problème. Vous pouvez utiliser tous les principes dont je vous ai parlé, c'est-à-dire cette attitude du jardinier vis-à-vis d'une communauté, et puis utiliser cette dynamique de passion que peuvent avoir les membres de la communauté. Par exemple, tout ce qui est avoir des facilitateurs de la communauté, ça c'est valable, etc., etc. Oui, c'est tout à fait applicable. Est-ce qu'on n'est pas finalement, avec la co-création dans les communautés d'innovation, dans une tendance sociétale où en fait on partage plus, on est plus, il y a les réseaux sociaux, il y a des passionnés, il y a la tendance un peu communautaire qu'on trouve dans les espaces de coworking, etc. On est en plein dedans, alors, complètement. Ouais. Ouais, complètement. Alors la différence, tiens, je vais juste prendre le cas des coworking. La différence entre un coworking et une communauté, c'est que le coworking, vous n'avez pas nécessairement de but commun entre tous les personnes qui font du coworking. Dans du coworking, en fait, on va simplement mettre ensemble des moyens. C'est surtout mettre ensemble des moyens, des bureaux,
Des espaces. etc. Mais c'est relativement rare que les gens en arrivent à travailler vraiment de manière intense ensemble. La communauté, il y a vraiment une attraction. Nous sommes attirés à... Il y a un problème technique. avec nous. Donc dans la communauté, on est attiré à travailler ensemble parce qu'on a vraiment quelque chose en commun. Donc il y a une dynamique qui est très très forte qu'on trouve dans les communautés et pas nécessairement dans les espaces de coworking. Mais en tout cas, c'est clairement dans la mouvance sociétale de plus de collaboration, plus de partage. Ça, c'est vrai. Très bien. Est-ce qu'il y a encore une question? Non? C'est bon? Vous allez avoir l'occasion de réagir à nouveau. En tout cas, merci beaucoup, Benoît Sarrazin. Oui. En tout cas, on peut trouver votre livre sur Amazon, hein, les communautés d'innovation, de la liberté créatrice à l'innovation organisée.